Être slowpreneur, c'est entreprendre sans se cramer les ailes ni la planète. Et si on pouvait aimer son entreprise sans sombrer dans le workaholisme? Et si l'on pouvait sortir de l'entrepreneuriat toxique qui ronge la santé et les âmes? Et si l'on pouvait mettre l'entrepreneuriat au service de la vie? Bienvenue sur le podcast Les Slowpreneurs. Je suis votre hôte, Émilie Groux, mentor en business régénératif, business coach et facilitatrice en slowpreneuriat. Ce podcast des slowpreneurs est le rendez-vous des entrepreneurs atypiques qui souhaitent déployer un business régénérateur pour eux et pour la planète. Nous sommes réunis parce qu'il est temps de changer notre narratif collectif, de déprogrammer nos vieux systèmes de croyances, de prendre soin de son écologie intérieure, de régénérer la Terre et ses habitants. Le slowpreneuriat, c'est œuvrer pour un monde qui respecte et célèbre le vivant. C'est un choix de vie pour soi, pour le collectif et la planète. On trouve dans la communauté des slowpreneurs des coachs, des freelances du web, des créatifs, des makers, des thérapeutes holistiques et toutes autres sortes d'entrepreneurs éco-spirituels et engagés pour un monde plus durable pour les hommes et la planète. Leur point commun? La passion de la vie. Avec ce podcast, je vais à leur rencontre et nous explorons ensemble les sentes de ce chemin pionnier parce que demain se construit aujourd'hui. Je te souhaite un bel épisode. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Portrait des Slowpreneurs où j'ai le plaisir, l'honneur et la joie de recevoir Brice Schwartz en marche retour, puisque effectivement, on a déjà eu l'occasion de s'exprimer ensemble sur ton podcast. Cette fois-ci, pour parler un peu d'un sujet qui est en filiation avec le slowpreneuriat, qui est le slow freelancing, ton sujet phare. Yes, Brice. très content d'être là avec toi pour ce match retour, effectivement. Alors, Brice, je vais te présenter rapidement, parce qu'en fait, j'ai envie que tu prennes du temps pour autre chose que ça. Donc, toi, tu es copywriter, rédacteur web SEO, ghostwriter LinkedIn et freelance depuis 2017. Donc, en fait, tu as commencé tout de suite dans le freelancing, puisque tu es assez jeune, tu as encore 27 ans. J'ai commencé en étant encore étudiant et après, quand j'ai fini mes études, je suis parti directement pour explorer la vraie vie de freelance parce que j'étais pas trop fait pour bosser en entreprise malgré ce que j'ai pu y voir. Tu as lancé très fraîchement, puisque c'était en mars dernier, le podcast Slow Freelancing pour aider les indés à travailler moins mais mieux, sans gagner moins, on va en reparler. Et tu autodéclares faire donc accélérer d'un côté les boîtes grâce au contenu et ralentir les indés avec le slow freelancing. C'est bien Yes, ça. ouais, j'aime beaucoup cette petite punchline. J'accélère les boîtes et je fais ralentir les indépendants parce que c'est pas du tout les mêmes impératifs. Et du coup, c'est important de le noter, mais je pense qu'on aura le temps de développer tout ça plus tard. Exact. Alors chez le slowpreneur, en fait, on s'intéresse autant à qui tu es que ce que tu fais. Donc je voulais commencer par là. Qui tu es Mhm. quand tu ne travailles pas, Brice, puisque travailler, ça a pas l'air d'être ce que tu préfères dans la vie. Donc Exactement. Exactement. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au final, contrairement à la plupart des gens, je pense que je passe pas la majorité de mon temps à travailler. La plupart des gens en France, par exemple, ont en fait 35-40 heures par semaine de travail, sachant que ça représente quand même une bonne partie de leur semaine. Donc, quand tu leur demandes ce qu'ils font dans la vie, ils vont te répondre évidemment leur activité pro avant tout. Bon, par réflexe, c'est ce qu'on fait la plupart d'entre nous, hein, même si c'est pas ce qu'on fait de plus en termes horaires, mais en tout cas, voilà. Du coup, moi, quand je travaille pas, qu'est-ce que je fais? J'aime bien, au final, profiter des petits plaisirs simples de la vie. Aller me promener, faire des randonnées, faire du sport, voir des amis, rencontrer des gens, faire des podcasts à côté aussi, bosser de temps en temps sur d'autres projets. Là, j'ai un projet de side business, justement sur le slow freelancing qui arrive fin septembre. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien faire plein de choses qui sont pas et c'est assez marrant de le préciser, je trouve, qui sont pas forcément des choses qu'on met dans des bucket lists. C'est pas quelque chose, quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu rêves de faire dans la vie? Il y a rien de tout ce que je viens de te dire là. Sauf pour certaines personnes. Mais voilà, moi, mon rêve, c'est pas de faire un tour du monde, c'est pas de m'acheter une grosse voiture, c'est pas de faire un voyage en vélo, je sais pas où. Moi, j'aime bien faire des trucs cool dans ma ville, avec les gens que j'aime et des nouvelles personnes que je ne connais pas encore. J'aime bien faire en fait des choses que j'aurais bien voulu faire quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas forcément le temps ou l'argent ou je sais pas, la connaissance de certaines choses. Et du coup, franchement, c'est une vie, c'est un peu la Dolce Vita, tu vois. C'est vraiment avoir une vie plutôt sereine, plutôt zen, pas me mettre trop de pression, pas mettre trop d'angoisse là-dessus.
Vraiment faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. J'aime pas trop me faire des projections pour ce que j'aimerais bien faire l'année prochaine, etc. J'avance un peu au fil de l'eau. Et parfois, j'ai envie de partir en voyage en France ou pas très loin. Bah, je me dis, allez, je regarde les Airbnb, je regarde les billets de train, je prends ma voiture, j'y vais. C'est assez intuitif, instinctif comme vie. Et à côté de ça, évidemment, je suis... enfin, évidemment. Si on n'a pas écouté le match aller, on ne peut pas le deviner, mais je suis quelqu'un d'assez engagé au quotidien. Oui, on va en reparler. Yes. Alors, sur l'aspect écologique, avant tout, c'est ça mon principal combat, mais aussi sur toutes les autres questions de lutte sociale, que ce soit féminisme, antiracisme, antifascisme, etc., qui sont des sujets qui me tiennent à cœur parce que j'ai cette chance-là d'avoir la plupart des privilèges, en fait, et donc je mets à profit bah, la chance que j'ai, moi, de ne pas avoir à me battre pour plein de choses, pour me battre pour les autres et pour ceux qui n'ont pas la même chance que moi sur plein d'autres aspects. J'ai déjà fait des manifs pour des sujets qui ne me concernaient pas du tout, mais juste parce que je souhaitais soutenir bah, ces personnes-là. Donc, Voilà. si je Donc, t'invite à un endroit et je te dis que tu as le droit de te présenter en parlant de tout sauf de ton métier, tu... sans parler de ce que tu fais, mais si tu dis je suis, qu'est-ce que tu dirais? euh, je suis quelqu'un qui aime la liberté et apprécie les petits plaisirs de la vie, qui essaie de préserver une humanité, enfin, préserver un avenir pour l'humanité, un avenir souhaitable. Donc, on a plein de points communs toujours. Euh, J'avais une intention pour ce podcast parce que tu as déjà dit beaucoup de choses sur le slow freelancing sur ton podcast. Tu as été invité dans d'autres endroits. Bien évidemment, nos auditeurs ont pas forcément écouté tous les épisodes, mais on va recreuser, rebondir sur des choses que tu as dites et puis je mettrai le lien vers ton podcast sous Yes. celui-ci. En fait, il y a quelque chose que je trouve assez un clin d'œil assez rigolo, c'est que j'aime bien parler de la couleur de l'entreprise des gens, donc du slowpreneuriat des gens ou du slow freelancing des gens. Et tous les deux, on a un nom qui évoque la couleur. En plus, à résonance allemande, bien que moi je suis pas allemande, mais moi c'est Grau et toi c'est Schwarz. C'est Donc je vrai. me suis dit c'est rigolo, petit clin d'œil. Ouais, Donc effectivement. on va parler de couleur. Donc en fait l'idée c'est d'essayer de rebondir, donc comme je disais sur des choses qui ont été dites, des thématiques. Donc j'ai été piocher un peu dans les thématiques qui te sont chères et les miennes aussi, pour qu'on puisse un peu préciser, confronter nos idées, puis faire émerger donc la couleur du slow freelancing de Brice. Mhm. Donc, c'est parti. Alors, en fait, j'aimerais bien commencer par débunker un mythe. Parce que c'est un sujet qu'on a abordé avec la communauté des slowpreneurs, justement. C'est le slow et la paresse. Parce qu'en fait, toi-même, Brice, tu te définis comme un paresseux. C'est Mhm. en plus l'icône que tu choisis dans ton iconographie. Et tu parles de redorer le blason des feignasses. Ce qui m'a Yes. fait beaucoup sourire parce que justement, il n'y a pas très longtemps, 2 semaines, je crois, on a eu dans la communauté des slowpreneurs une discussion sur le sujet. Je leur ai demandé si, selon eux, c'était une ode à la paresse. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et on a tous répondu et on était assez d'accord que c'était plus de la sagesse que de la paresse. Et puis on a parlé d'engagement, de plein de choses. Mais vu qu'on n'a pas la même lecture des choses, du coup, Mhm. je voudrais te laisser la parole. Et voilà, dis-nous qu'est-ce que c'est le slow freelancing pour toi et pour qui c'est, qu'est-ce qu'il a déclenché chez toi, voilà, pourquoi tu te déclares paresseux finalement. Ouais, c'est une vraie question, ça me fait penser, j'avais discuté de ça avec une copine freelance bah, qui est assez connue dans le milieu, qui s'appelle Victoria Desbargues d'ailleurs. Et elle m'avait dit, c'est intéressant ce freelancing, mais faudrait que t'expliques que justement, c'est pas un truc pour les feignants. Et je lui ai dit, bah, c'est marrant parce que ça convient très bien aux feignants aussi, pas que, mais aussi. Pour revenir justement sur la base de ce freelancing, moi, c'est pas un truc que j'ai sorti de mon chapeau un beau matin, c'est plutôt la manière dont moi je travaillais de manière naturelle pendant quelques années, après avoir testé des choses. Quand je me suis lancé à temps plein il y a 3 ans et demi, après les études, j'ai d'abord testé des choses en me disant, bon, bah, maintenant je suis dans la vie active, la vraie vie, hein, n'est-ce pas? Dans le Et grand bain. voilà, quand on est dans la vraie vie active en France, on travaille 35-40 heures. Quand on est indépendant, parfois même plus, c'est ça qu'on nous raconte. Donc, je me suis fixé des horaires, je Et me suis encore, t'es gentil, hein. Il y en a qui travaillent 80 heures, hein, plutôt, il hein. paraît. Même salarié, hein. Je sais pas comment ils font, mais ils le font. Et du Ils coup, je me survivent. suis dit, ouais, sérieux, ils le font un temps, je pense. Mais clairement, moi, c'était pas trop mon truc. J'ai essayé de travailler 6 7 8 heures par jour en freelance. Alors, mon métier faisait que je devais, du coup, à l'époque, écrire 6 7 8 heures par jour, ce qui n'était pas hyper adapté.
Parce que ce que j'écrivais pendant enfin, les dernières heures, en fait, après 4-5 heures de travail, c'était clairement plus du même niveau que ce que je faisais au début. Et ça se voyait, en fait. C'est-à-dire que même mes clients s'en rendaient compte, moi, je me rendais compte, je devais me relire beaucoup plus, je devais limite, refaire le repasse dessus le lendemain matin. Euh, et au final, il m'est arrivé ce qui arrive à beaucoup de personnes, c'est-à-dire que en fin de journée, t'es lessivé, t'arrives plus à vraiment à te concentrer, t'arrives plus à avancer, donc au final, tu prends de plus en plus de temps pour faire les choses, et du coup, plus tu prends de temps, plus tu es fatigué, et voilà, ta journée ne s'arrête jamais si tu fais ça. Et du coup, je me suis dit, et si je travaillais un peu moins? C'est notamment pendant le premier confinement, donc mars 2020, que j'ai eu ce petit déclic. Euh, j'ai beaucoup bossé pendant le premier confinement parce que mes activités sociales, extérieures en général, n'existaient plus. Donc, je me suis dit, je vais en profiter pour bosser. J'avais encore des clients à cette époque-là parce que mon métier faisait qu'il n'y avait pas forcément d'impact. La crise Covid n'a pas forcément impacté, en tout cas pas négativement. J'ai eu au contraire plus de clients pendant le Covid. Et du coup, j'ai beaucoup bossé. J'ai créé beaucoup de contenu pour moi aussi. J'avais sorti mon propre livre blanc sur le content marketing. J'ai fait plein de choses à ce moment-là. Et arrivé à la fin du confinement, j'ai fait une overdose en fait. Parce que non seulement je créais beaucoup de contenu pour moi, pour mes clients, je consommais aussi beaucoup de contenu sur le freelancing, le marketing, le copywriting, etc. Et à un moment, j'en ai eu marre. Donc clairement, j'ai vraiment diminué la cadence à partir de l'été 2020. Aussi parce que on a pu à nouveau faire les choses dehors, voir des gens, etc. Donc j'ai profité d'autre chose que du travail. Donc j'ai baissé mon temps de travail. Alors forcément, au début, j'ai baissé mes revenus aussi. Parce que quand on le fait de manière très spontanée comme ça, sans aucune réflexion, moins de travail, c'est moins de revenus. C'est pas forcément le cas, j'y reviendrai plus tard. Mais pour moi, en tout cas, au début, vraiment, j'ai juste bossé moins, donc j'ai gagné moins. Et après, j'ai commencé à me poser des questions parce que j'ai commencé à gagner de plus en plus, parce que j'arrivais à travailler toujours un peu moins tout en gagnant toujours un peu plus. Et 2 ans plus tard, c'est toujours sur cette pente-là que je suis, cette pente ascendante. Et j'ai commencé il y a un an à peu près, à l'été 2021, à parler de slow freelancing. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, bon, tout le monde utilise un peu de slow. Ça vient à la base de tout ce qui était slow food, slow life, etc. Donc je me suis dit, je fais du freelancing, je le fais, on va dire, un peu à la manière slow. Donc je travaille peu, j'essaie de prendre soin de moi, de prendre soin des autres, etc. De faire les choses bien, euh, sans me tuer à la tâche, quoi. Donc je me suis dit, slow freelancing, ça peut être sympa. Mais À tu as cette eu la époque-là, même réflexion que moi, en fait, finalement. bah ouais, clairement. Et j'avais suivi, du coup, j'étais tombé sur tout ce qui était slowpreneuriat, slowpreneur et ce que tu faisais à cette époque-là. Donc, j'avais commencé à te suivre. Et à suivre aussi des personnes qui utilisaient ces termes-là, slow business, etc. Et quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte qu'il y a plein de freelances qui se reconnaissaient là-dedans. Se reconnaissaient là-dedans, qui m'ont dit que eux, c'est déjà comme ça qu'ils travaillaient, qu'ils voyaient pas l'indépendance autrement que travailler 5 heures par jour maximum, profiter à fond de leur vie perso, organiser d'abord leur vie perso et après, là où ils ont le temps, mettre des heures de travail, avec différentes approches, chacun ses méthodes. C'est notamment le cas des personnes que j'ai interviewées dans le podcast, qui ont pour beaucoup des conseils par rapport à leur situation précise, par exemple par rapport à leurs enfants, par rapport à leur situation financière, etc. Et du coup, aujourd'hui, je suis devenu un peu, malgré moi, même si, bon, clairement, je l'ai cherché, je suis devenu un peu monsieur slow freelancing. Donc maintenant, tout le monde m'appelle pour ça. Donc, je suis très content de parler de ça parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment aider les indépendants à, à sortir des injonctions, sortir de. Voilà, c'est un peu peut-être abusé d'en parler comme ça, mais de la rat race du freelancing. On parle beaucoup de la rat race du salariat, de cette spirale infinie où on travaille toujours, toujours plus, sans même savoir pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de freelances aussi qui travaillent beaucoup, beaucoup, qui ont l'impression de pas avancer et qui, au final, ont l'impression de jamais travailler assez et qui, du coup, au fil, ils se disent oui, mais c'est le début, c'est normal. Et quelques années plus tard, ils disent oui, mais c'est parce que là, je suis en train de scaler, je suis en train de grandir, donc c'est normal. Et puis, pendant des années, ils travaillent beaucoup, beaucoup. Ils n'ont pas vraiment le temps de profiter de tous les avantages qu'offre l'indépendance. Et quelques années encore plus tard, ils se rendent compte qu'ils n'ont peut-être pas optimisé tout comme il fallait et que, Oui, je t'ai entendu dire quelque part que, parce que j'ai souri parce que j'ai exactement la même approche, c'est j'ai pas envie d'attendre de prendre des vacances ou d'attendre la retraite, j'ai envie de profiter maintenant. Et voilà, moi aussi, c'est clairement ça. C'est pour ça que j'ai quitté la ville, que je suis partie à la campagne, c'est que j'ai envie que chaque jour profiter de ma vie, pas d'attendre l'hypothétique fin de ma vie où je sais pas dans quel état je serai pour en ouais. profiter comme ont fait nos parents et nos grands-parents. C'est
C'est pas la même vision et c'est après bon ça ce que j'ai dit là c'est pas très joyeux mais c'est très pragmatique c'est que il faut avoir à l'esprit que bah, déjà on peut tous mourir demain de manière individuelle et ensuite il peut se passer des choses incroyables si on se regarde juste dans le rétroviseur les 3-4 dernières années on a eu la pire crise sociale en France depuis mai 68 c'était les gilets jaunes on a eu la pire pandémie depuis un siècle c'était le Covid et là, on a la pire guerre en Europe depuis bah, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, clairement, il peut se passer des choses assez folles du jour au Plus lendemain. la crise écologique, mais on reviendra dessus, on n'a pas fini. Plus ça, évidemment, qui... J'ai envie de revenir sur le côté paresseux. En fait, Ouais. nous, dans la communauté, on en est arrivé à la conclusion qu'il y avait tellement de choses à déconstruire que c'était Mhm. pas de la paresse, il fallait surtout du courage parce que c'était quand même un entrepreneuriat engagé. On en reparlera avec le lien qu'on fait tous les deux avec l'écologie. Mhm. Euh, donc il faut quand même avoir du courage, faut pas forcément être paresseux au début pour dire bah moi je prends le contre-pied, comme tu dis, je sors des injonctions, Ouais. je déconstruis. Voilà, le capitalisme toxique, c'est pas le chemin que je veux trouver une alternative. Et il y a beaucoup d'exploration, enfin en tout cas dans la manière dont moi je vis le soloprenariat, euh, il y a des choses à réinventer. Bon, Mhm. le chemin est pas tout tracé, on est un peu comme des pionniers, et même si effectivement on essaye de se préserver, je trouve que bon, c'est pas forcément de la paresse. Maintenant, Ouais. voilà, Bah, c'était tu vois, pour moi, c'est vraiment l'aspect de la paresse, de l'oisiveté, etc., mais au meilleur sens du ouais. terme. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, j'ai jamais trop aimé travailler. Hein. Si je peux faire un truc, et pareil, vite fait, bien fait, mais au sens le meilleur du terme, tu vois, c'est-à-dire que c'est Mhm. vraiment vite fait et c'est vraiment bien fait. Bah, je vois pas l'intérêt de passer 3 heures en plus dessus ou voilà, de passer des heures là-dessus. Euh, et du coup, Donc c'est c'est plus pas procrastiner, mais pas être laxiste non plus. C'est vraiment danser entre les deux sur le fil. Ouais, c'est ça, et c'est surtout, par exemple, plutôt que, admettons, une journée classique de quelqu'un, d'un freelance lambda qui aurait bossé 7 heures sur ce projet-là, bah, c'est trouver le moyen de réussir à faire en 3-4 heures ce qu'on aurait fait en 7 heures. Il y a plein de moyens pour faire ça, hein. Ça passe déjà au niveau macro par trouver les bons clients, se concentrer vraiment sur les tâches, les missions sur lesquelles on est le plus efficace, le plus productif. Euh, et après, c'est aussi savoir se concentrer vraiment, travailler le plus possible quand on est dans la meilleure phase, en fait, quand on est vraiment le plus motivé, le plus en forme, le plus efficace, et pas trop se forcer à travailler parce que, bon, si on n'est jamais motivé, jamais en forme, etc., bon, il faut bien bosser quand même. Mais perso, moi, j'essaie vraiment de m'écouter et de me dire, bon, là, ce matin, franchement, je me sens pas hyper à fond, je me sens pas, j'ai pas envie de travailler. Donc, je vais le faire cet après-midi, et bah, souvent, l'après-midi, ça va mieux. Et à l'inverse, quand j'ai bossé 2 heures le matin, je suis content de ce que j'ai fait. Bon, 2 heures, on peut pas non plus sauver les montagnes, hein, mais en 2 heures, on peut quand même bien avancer quand on est à fond dedans. Mais que vraiment, après ça, je suis un peu rincé, bah, il se peut que je retravaille plus de la journée. Et je me dis, bon, bah, je vais m'y remettre demain matin. Peut-être que là, je suis dans une phase plutôt matinale en ce moment, donc je vais capitaliser là-dessus. Mais Donc après, moi, j'ai pas t'es peur. agile et t'es Ouais, à l'écoute de toi. J'avais une question par ouais. rapport à ça parce que je t'ai entendu dire plusieurs fois, je travaille 2 à 5 heures par jour et en fait, pour moi, il y a le temps de travail, on va dire sur les projets clients, il y a le temps d'écran et il y a le temps aussi du chef d'entreprise qui doit quand même faire l'administratif, son personal branding. Et ça, Mhm. toi, en fait, tu le comptes pas vraiment. Mais pour moi, tant que c'est du temps d'écran, parce que j'essaie de surveiller mon hygiène électromagnétique et tout ça, parce que c'est quand même quelque Mhm. chose qui est fatigant, Ouais, physiquement, ça prend, tu vois. Pour moi, ça compte. Même si je me forme, ou je suis une formation, ou je me fais coacher, ou je fais l'administratif, ou je fais mon personal branding, en fait, pour moi, ça compte dans mon temps de travail. Donc, ouais. comment tu fais par rapport à ça? Bah, c'est vrai que c'est subjectif au final la notion de travail. Moi, ce que j'inclus dans le travail, c'est alors évidemment la production. Quand j'écris, quand je fais une stratégie, quand je fais de l'accompagnement, voilà, quand je fais du travail rémunéré. J'inclus aussi mes appels, appels avec des prospects, appels avec des clients, les points mensuels, des choses comme ça. J'inclus aussi la production de contenu pour moi-même, donc mes posts LinkedIn, mes podcasts, mes vidéos, enfin pas les podcasts justement, parce que pour moi c'est pas un travail du moment que c'est pas monétisé, que c'est vraiment, par exemple les podcasts que j'avais avant sur donc l'écologie, le point instance écologique, ça pour moi ça n'a jamais été du travail vu qu'il n'y avait jamais eu d'enjeu financier derrière, que c'était juste une envie de sensibiliser, de communiquer, d'informer, Euh, donc je voyais pas ça comme du travail. Vous voyez ça comme Après il un y a engagement, comme tu aurais pu avoir dans une association à côté, ou... Ouais, on peut dire ça. C'est comme si je vais faire une manif ou si je vais, je sais pas, faire une mission de sensibilisation. Je sais pas, ou si j'écris un contenu qui a pour vocation de sensibiliser sur ce sujet-là. C'est pas vraiment du travail pour moi.
Après, il y a des choses où même moi, j'hésite encore. Par exemple, si je vais à un événement networking, si je vais à un café freelance, à un after work, des choses comme ça, est-ce que c'est du travail ou pas? Sachant que j'y prends quand même beaucoup de plaisir, que j'y vais pas forcément pour chercher des clients, parce que les clients, je les rencontre, enfin, c'est eux qui me trouvent et plutôt sur Internet. Donc au final, quand je vais voir des gens comme ça en physique près de chez moi, c'est plus pour rencontrer d'autres freelances, pour discuter, pour rigoler, pour me faire des copains ou autres. Euh, donc ça pourrait être du travail puisqu'on reste dans le milieu pro, mais voilà, c'est subjectif. Euh, et encore une fois, donc, justement parce que c'est subjectif, euh, si on a l'impression de travailler beaucoup, mais qu'on adore ce qu'on fait, on n'est pas obligé de travailler moins. Au final, si on arrive Je voulais t'amener vers là. voilà, Parce que moi, en fait, c'est de j'aime lance. travailler. Je sais pas si tu es sensible au design humain, mais on n'a pas tous la même énergie. On n'est pas Mhm. tous faits pour. Moi, je suis un type qui est fait pour travailler. Mais par contre, il faut que j'aime vraiment ce que je fais, que je kiffe, comme tu dis, toi. Je n'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais Mhm. que je kiffe vraiment ce que je fais. Je veux Et bien. si c'est le cas, je sais, on va en reparler. Et si Mhm. c'est le cas, alors c'est plus facile. Ça veut dire qu'en fait, dans tout ce que tu fais, en tout cas, moi, personnellement, j'essaye vraiment, même ce qui est vraiment du travail, de faire les choses que j'aime. Ouais. Ah Parce oui, que moi aussi, finalement, voilà, en l'occurrence, donc on va en clairement. reparler, puisque toi aussi, tu as trois piliers. Donc, Mhm. tes trois piliers, c'est ralentir, prospérer et kiffer. Donc, on n'est pas très loin de aligner, prospérer et contribuer, qui sont les trois piliers du soloprenariat. Donc, Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui diffère d'ailleurs des trois piliers du soloprenariat? Et puis, c'est quoi ralentir déjà? Ça fait deux questions en une, mais ralentir, prospérer et kiffer, pour moi, c'est complémentaire et c'est justement, ouais, c'est vraiment le cœur du slow freelancing. Alors, ralentir au sens, principalement travailler moins, arrêter de courir partout, de toujours être à la ramasse, de toujours à courir derrière son agenda, en fait, toujours se dire qu'on n'a jamais de temps pour rien, etc. Donc, ralentir au quotidien. Ça veut surtout pas dire, par contre, travailler moins vite. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste. Ça veut pas dire, du coup, d'habitude, j'aime bien faire, je sais pas, rédiger un article en 2 heures, du coup, je vais plutôt prendre 3 heures pour le rédiger. C'est vraiment tout l'inverse. C'est vraiment essayer de faire l'article en 1 heure et demie au lieu de 2 heures. Comme ça, tu as 1 heure et demie, enfin, tu as une demi-heure ou 1 heure, ça dépend à quoi tu compares, de libre après. Euh, où tu vas vraiment pouvoir faire autre chose qui n'est pas du travail, où c'est vraiment que du kiff, n'est-ce pas? Vraiment que du loisir ou du temps de famille ou autre. Euh, Ensuite, prospérer, parce que alors, prospérer, c'est encore une fois, c'est large. Je parle pas seulement de la croissance économique, ça peut en faire partie, mais pas seulement. Ça peut tout simplement développer son activité en faisant des choses qui nous correspondent plus, en travaillant avec une cible qui nous plaît davantage. Ça peut être, ce que je sais pas, moi j'appelle l'alignement, du coup, plutôt. euh, ouais, ouais, complètement. C'est vrai qu'alignement, ça fait plus horizontal, prospérer, ça fait peut-être plus vertical. Mais prospérer aussi, enfin, je pense que la croissance économique de l'activité, ou en tout cas ne pas ralentir au niveau économique, c'est-à-dire ne pas gagner de moins en moins au fil des années, ce qui est quand même pas vraiment souhaitable, même si ça peut l'être complètement. Ça dépend du projet de vie qu'on a. Voilà, j'inclus quand même dedans et kiffer parce que justement profiter un peu de la vie parce qu'on a l'impression que quand on est freelance toute notre vie ça devient le travail, ça devient notre activité, notre business, ce qui peut être le cas, mais j'ai l'impression que quand on se met trop à fond là-dedans, alors sur le coup c'est très bien, hein, ça peut durer 6 mois, un an, 5 ans, mais il y a souvent un moment, j'ai l'impression, c'est ce que j'entends autour de moi, où les gens se disent, bon, au final, j'ai pas beaucoup profité avant, du coup, je vais peut-être profiter plus maintenant. Et c'est pour ça aussi, j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui s'intéressent au slow freelancing ou au slowpreneuriat, c'est des gens qui ont plutôt 30, 35, 40 ans ou plus, et que les gens qui ont mon âge, ils se disent, bon, enfin mon âge, on va dire de 20 à 30 ans, qui se disent plus, oui, mais c'est maintenant qu'il faut bosser dur, je profiterai plus tard. Et pas que, parce que j'ai été interviewée récemment par une jeune qui sortait de Sciences Po et qui, elle, avait, je sais pas, 23 ans et qui remettait déjà tout de suite en question le modèle traditionnel. Et je me suis Et- dit, ah, ça y est, déjà des jeunes, tout de suite, ils Bah vont oui. prendre tout de suite la bonne voie, en fait. C'est ça, Pas la c'est ça, bonne parce que voie. comme tu disais tout à l'heure, on peut plus vraiment espérer compter sur la retraite. La retraite, bon, peut-être que ça existera encore quand on y sera, mais c'est pas garanti du tout. Et puis de toute façon, la retraite, c'est là où tu es le plus fatigué, le plus malade. C'est pas, personne peut, je sais pas, on peut pas vraiment espérer la retraite. Enfin, c'est triste, je trouve. Euh, Et ce que je disais récemment, c'est avant d'espérer la retraite, on ne sait pas dans quel état sera la planète, déjà, Bah oui, en aussi. plus. Donc, Donc il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte. Donc je ce me dis, facteur-là, effectivement. c'est un peu l'équilibre à trouver aujourd'hui entre
faire des choses professionnellement qui permettent quand même de construire quelque chose qui va nous aider plus tard aussi à se dire, bah, j'ai pas rien fait du tout ces 20 dernières années et je suis pas non plus, comment dire, j'ai pas non plus rien foutu, quoi. Et c'est profiter, kiffer, apprécier les plaisirs de la vie, tout ça, sans pour autant tomber dans l'extrême, se dire, ah bon, bah, je profite de prendre l'avion, je sais pas, de faire n'importe quoi, tant C'est que c'est quoi possible. kiffer alors pour toi? Je souris parce que ma voisine ici, j'habite à Roussillon, c'est Ouais, Florence Servan-Schreiber, l'auteur de 3 kiffs par jour. ok. Et du coup, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je la vois passer, je dis ah ouais, kiffer, c'est un mot que je. Ouais, Elle est assez âgée, enfin âgée, plus âgée que nous deux en tout cas, et je ouais, trouve que c'est un mot plutôt jeune pour moi. ouais, Et c'est ça vrai. me fait Bon, rire qu'elle kiffer, l'utilise. Mais en kiffer, fait, c'est vrai pas, que parce c'est. que j'ai cherché, Baudelaire l'utilisait, en fait, Ah ouais? historiquement, des écrivains l'utilisaient il Je y a savais bien pas. longtemps. Donc, Je savais pas, mais c'est vrai que moi je l'utilise parce que justement j'essaie d'être plus proche de qui je suis vraiment et j'essaie de moins. À l'époque, je communiquais de manière beaucoup plus institutionnelle, etc. Et maintenant, voilà, j'essaie d'être plus cash sur plein d'aspects et notamment avec des termes comme ça qui sont plus peut-être plus jeunes aussi, mais aussi plus sans langue de bois, quoi. Au ouais, final, quand tu kiffes, il se passe quoi? Qu'est-ce que tu fais? bah, kiffer, Donc, ça peut être, je sais pas, quand je vais faire une balade avec mon chien, quand je vais faire du sport, quand je vais en soirée avec des copains. donc c'est hors du business, mais il y a aussi kiffer dans ton activité. Ça peut être aussi kiffer dans l'activité, mais j'avoue que ça, c'était moins mon sujet. Avec le slow freelancing, c'est le sujet de plein d'autres personnes qui peuvent être je sais pas, des coachs ou autres qui vont t'aider à faire une activité qui te plaît, à construire l'activité qui te plaît, etc. Moi, c'est moins mon truc. Ma cible en général, je pense, enfin ma cible, en tout cas les personnes qui aiment bien le slow freelancing, c'est quand même des gens qui ont envie de travailler moins. Donc si on peut kiffer plus au travail tout en travaillant moins, là, c'est l'idéal. J'avoue que moi, je me dis jamais, bon, je vais travailler là, ça va être super, j'ai passé un super moment. Je me dis, bon, je vais travailler, ça me dérange pas non plus, je suis pas non plus au bout de ma life, mais c'est pas un plaisir absolu de travailler. Et si tu devais choisir une autre activité que celle que tu fais aujourd'hui, que tu kifferais absolument, et en plus tu serais payé pour ça, ce serait totalement différent de ce que tu fais? Bah justement, je vois pas quoi faire d'autre, donc clairement. Après, je sais pas trop quel autre métier j'aurais pu faire, à part entrepreneur au sens classique du terme, avec plus créer une grosse boîte, recruter, etc. Euh, mais je sais pas si je trouve ça du kiff, tu vois. Euh, je sais pas. Pour moi, je différencie quand même ça, même si oui, aujourd'hui, on peut kiffer au travail, mais c'est pas forcément ça que je veux dire par là, c'est plus kiffer en dehors du travail et prendre D'accord. du temps pour ça aussi, tu vois, s'accorder le fait que c'est pas parce que tu es indépendant que tu dois bosser un maximum. Tu peux aussi juste, tiens, le mardi matin, aller visiter un musée et le jeudi après-midi, aller à la piscine ou aller faire une rando. Il n'y a aucun problème. C'est aussi, c'est ça le kiff en freelance, c'est de faire des trucs qui te plaisent euh, quand tu veux. Et Alors, il y a gagner une plus. expression que tu utilises sur ton podcast que j'aime beaucoup, qui est travailler plus pour gagner plus, c'est démodé. Et, Mhm. euh, et en fait, tu serais prêt à interpeller Macron là-dessus? Ah, c'est plus son digne héritier, Monsieur Sarkozy, à qui il faudra en parler, hein. C'est pour ça que je dis que c'est démodé, parce que ça fait très année 2000, c'était quoi? C'était 2007-2012, Sarko? Ouais, je crois Moi, bien. j'ai un peu grandi avec ça, quoi. Travailler plus pour gagner plus, oui, c'est super. C'est un Bon, peu ce qu'on dit aujourd'hui, il est hein. quand même le digne héritier, quand même, notre président, là. Ah oui, complètement. Complètement. Et même aujourd'hui, enfin là, en ce moment même, il y a les discours d'Elisabeth Borne, notre chère nouvelle première ministre, qui est encore sur ce thème-là de il va falloir travailler plus. Bon, par contre, pas gagner plus, hein. Là, c'est mort, c'est Ça, c'est pas mort trop le tout de sujet du suite. moment. Là, il va falloir trouver d'autres solutions. C'est juste travailler plus, sans gagner plus. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Euh, après, tu fais référence aussi à mon slogan qui est un peu travailler moins et gagner plus, ce qui paraît complètement délirant pour la plupart des gens, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Ça paraît trop simple, en fait. Mais c'est vrai, en fait. C'est ça qui est assez fou, c'est que ça marche. Quand tu regardes un peu tous les freelances, solopreneurs, indépendants, entrepreneurs qui racontent un peu leur vie sur LinkedIn et ailleurs, sur Instagram, ben, ils t'expliquent comment ils font. Et moi aussi, c'est ce que j'essaie de faire, expliquer comment c'est possible. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas non plus aussi en claquant les doigts, quoi. Mais en tout cas, on peut travailler de moins en moins, gagner de plus en plus d'argent si c'est ce qu'on veut. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais si on a envie de le faire, il n'y a aucun problème. Et ça passe par plein de choses, comme je le disais. Par contre, oui, travailler plus pour gagner plus, ça marche aussi en soi. Ça marche Je pense qu'il aussi. y a une limite.
il y a une limite et surtout, c'est pas garanti. Ça dépend ce qu'on fait déjà. Et ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que travailler plus, à un moment, on a aussi une limite au niveau physique. C'est-à-dire qu'à un moment, plus on travaille, moins on va être efficace et plus ce qu'on va faire, ça va être mauvais. Et après, si on laisse traîner ça, ça peut entacher la réputation, ça peut entacher plein de choses, les relations. Donc Alors, je voilà. vais revenir là-dessus parce que tu as un sorte de mini-épisode où tu parles sur ton podcast de la culpabilité, du stress et de la pression. Et tu as Mm, utilisé une expression que j'aime beaucoup qui dit il faut être gentil avec soi ouais. et ça va être un bon manager pour soi-même. Est-ce que tu veux peut-être développer un peu ça? Yes, on entend souvent que être indépendant, être entrepreneur, c'est être son propre patron. Donc oui, c'est pas faux. Après, c'est pas pour ça qu'on est forcément un bon patron, un bon manager envers nous-mêmes. Et je pense qu'il faut apprendre à faire ça parce que sinon, on se met trop la pression. Il y a personne pour nous dire quoi faire. Il y a personne pour nous dire ce qu'on fait, c'est pas bien. Il y a personne pour nous dire il faut aller plus vite là-dessus et ça, c'était pas super, etc. Du coup, ce qui se passe, bah, c'est qu'on se le dit à nous-mêmes. Et enfin, ça dépend des personnalités, ça dépend de à quel niveau est-ce qu'on a confiance en soi, à quel niveau est-ce qu'on a un syndrome de l'imposteur, euh, etc. À quel niveau on est perfectionniste aussi. Et ça fait que parfois, je connais des freelances qui sont des très mauvais managers envers eux-mêmes et qui, tout seuls, se mènent la vie dure et qui, du coup, travaillent énormément, mais qui produisent pas non plus tellement plus parce qu'au final, ils se forcent à se lever tôt le matin en mettant un réveil alors qu'ils ont, par exemple, aucune raison de le faire. Et du coup, ils sont fatigués, du coup, ils dorment, enfin, parce qu'ils dorment pas assez. Il y a plein de choses comme ça. Et être gentil avec soi, pour moi, c'est hyper important. Et voilà, dans le domaine plus limite du bien-être. Euh, et Qui c'est intéresse aussi les solopreneurs, vas-y. complètement, bah, il y a des liens. Parce que justement, enfin, si est gentil avec soi, c'est là où on est plus tolérant envers soi. Le but, c'est pas non plus de devenir complètement laxiste et de plus rien faire et de laisser un peu, voilà, tout péricliter. Euh, Par contre, ouais, être un bon manager à soi-même, je pense que ça s'apprend. Et ça s'apprend, ça veut aussi dire apprendre à se lâcher la grappe, apprendre à s'accorder du temps. Donc ouais, ça demande une vraie réflexion, pas forcément un travail acharné avec des canevas, je sais pas quoi, mais ça demande une vraie réflexion de se dire, est-ce que je suis vraiment juste et gentil avec moi-même? Et si c'est pas le cas et qu'on se met un peu trop la pression, ça peut aider. Et pas hésiter à demander conseil autour de soi, justement, parce qu'on n'a pas forcément toujours conscience de comment est-ce qu'on se comporte envers nous-mêmes et de quelles sont les limites qu'on se fixe, etc. Et ça s'applique surtout, encore une fois, dans le cadre des personnes qui se sentent pas vraiment épanouies. Si on est dur, exigeant envers soi-même, etc., mais qu'on est plutôt heureux dans la vie et que tout se passe bien, bon, il n'y a pas forcément besoin de le changer. C'est juste qu'on a ce caractère-là, être exigeant envers soi-même, etc. C'est OK, c'est vraiment Est-ce que tu es gentil envers toi-même, toi, Brice? j'essaye. J'essaye, en général, ça va. À l'époque, j'étais peut-être un peu plus dur. Et c'est à l'époque où j'étais vachement dans tout ce qui était dev perso. Il faut être hyper ambitieux, il faut se fixer des objectifs ouais, ultra exigeants. Il faut devenir millionnaire avant 30 ans. Il faut faire des Mais c'est ce choses. que tu dis, on a des injonctions, des impératifs qui nous sont tellement répétés, là, toutes ces croyances Ouais, hyper yang qu'on nous répète à longueur de journée, on a fini par les intégrer et à bah, se le raconter finalement. bah, Donc complètement. Donc c'est j'étais tout ça qu'on vachement doit là-dedans. déconstruire. Ouais. Et du coup, maintenant que je me fixe plus, et d'ailleurs ça étonne toujours quand j'en parle, même sur LinkedIn par exemple, je dis souvent que je me fixe pas d'objectif en fait. Je fais les choses bien, je fais ce que j'ai envie de faire, je, je suis pas dans la décroissance sur mon activité non plus, mais en tout cas je fais les choses qui me plaisent, j'essaie de faire les choses bien, de communiquer, de créer du contenu, etc. Et ça se passe bien, tout avance bien, c'est-à-dire que par exemple, si je prends mon chiffre d'affaires, il augmente d'année en année, mes abonnés, ils augmentent, je reçois de plus en plus de messages, d'invitations sur les podcasts, etc. Donc, c'est plutôt positif. Mais je me fixe jamais d'objectif. Quand j'ai lancé le podcast, je me suis jamais dit, il faut que j'atteigne les 1000 écoutes par mois, etc. Si ça se passe, tant mieux, mais si ça se passe pas, bah, c'est pas grave, en fait. Donc, c'est pour ça que je préfère pas me fixer d'objectifs. Alors, quand je travaille pour des clients, là, on fixe des objectifs parce que là, c'est important dans le cadre de la collaboration, etc. Mais pour moi, je vois pas vraiment l'intérêt, en fait. Parce que si j'atteins les objectifs, bah, bon, c'est super, mais ça change rien à ma vie. Et si je les atteins pas, bah, je serais déçu, je serais triste, alors que ça va pas non plus changer grand-chose dans ma vie. Et en plus, ça met une pression permanente, je trouve, de se Tout fixer à des fait. objectifs et de se dire, bon, voilà, quand même y aller, parce que sinon, voilà. Ça Ouais. rejoint une question que je voulais te poser, puisque les objectifs en font partie. Donc, il y a le marketing traditionnel,
on va dire 2004, là, avec justement les objectifs, la planification des contenus, le marketing tel qu'on le connaît, le marketing de la peur, la pression. Est-ce que le marketing d'un slow freelancer, c'est différent? Comment ça se passe? Ah oui, si. Je te dis ça parce que j'ai entendu que tu as été commercial, moi aussi, que tu as détesté ça, moi aussi. Donc c'est pas forcément quelque chose que tu aimes vendre. Donc comment tu fais aujourd'hui pour vendre Brice Schwartz ou le slow freelancing ou... Je fais seulement des choses qui me plaisent au niveau de mon acquisition. Donc, c'est créer du contenu sur LinkedIn, un peu de plus en plus sur Instagram, j'essaye. Faire des vidéos YouTube de temps en temps, faire des podcasts aussi. euh, Participer à des podcasts, participer à des contenus invités, etc. Faire des événements en physique aussi. Par contre, oui, il y a des choses type la prospection que je ferai plus jamais, en tout cas, tant que j'en ai pas besoin. Euh, mais je vois pas pourquoi j'en aurais besoin. Et même si j'en ai vraiment besoin, je créerai plus de contenu au final. Donc il y a des choses comme ça que je ne m'efforcerai pas à faire. Et je pense qu'il faut trouver les canaux qui nous conviennent. La prospection, ça convient peut-être pas à toi ou à moi, mais ça convient à plein de personnes. Je connais plein de freelances qui sont à fond sur la prospection, ils adorent ça, ils adorent ce défi d'approcher la bonne personne, d'envoyer le bon message, de réussir à la convaincre et ensuite de créer vraiment une collaboration personnalisée. Forcément, vu que moi je fais que de l'inbound, mes clients ils viennent à moi, je choisis parmi ce qui arrive. Euh, bon, heureusement, c'est plutôt des clients qui me ressemblent maintenant, s'ils me connaissent. Mais c'est pas forcément avec eux que j'aurais travaillé spontanément si tu m'as demandé avec qui tu veux travailler demain. Après, voilà, je pense que c'est pas se Ça mettre veut la dire que pression. tu n'orientes pas tes contenus pour attirer à toi seulement les personnes qui te correspondent? Aujourd'hui, plus tellement, parce que j'aime bien m'amuser un peu plus. Genre sur LinkedIn, par exemple, j'aime bien créer des débats, un peu parler de sujets qui n'ont rien à voir avec mon activité, de sujets plus engagés, de sujets sociétaux, où là, ça m'apporte rien au niveau des clients, c'est pas du tout ça l'objectif. De temps en temps, je fais des posts quand même centrés sur le marketing de contenu, le copywriting, le freelancing. Mais sinon, au final, vu que là, mes clients aujourd'hui, ils m'approchent surtout via mon réseau, via des recommandations, via mes anciens clients, etc. Je peux me permettre de m'amuser un peu plus sur mes canaux de communication, on va dire. Après, si, je pense que si je repartais de zéro, en tout cas, si demain j'avais besoin de clients, je ferais attention quand même à avoir des contenus qui soient orientés en fonction des cibles que je souhaite. Donc, les miennes, c'est plutôt les relativement petites structures, donc les indépendants, les entrepreneurs, les startups, scale-up, et on va dire parfois des TPE, PME. Mais ouais, je pense que quand on veut être slow freelance et adapter pardon, son marketing à cet état d'esprit-là, c'est aussi pas se surmener dans la création de contenu pour soi. Parce qu'au final, on est son premier client d'une certaine manière, tout comme on est son propre manager. Donc voilà, c'est une certaine cohérence aussi là-dessus. Mais j'oublie pas non plus que, surtout au début, on a besoin de clients, on a besoin d'argent pour payer le loyer, pour payer les factures, pour profiter aussi. Donc, il y a un moment, il faut peut-être carburer un peu plus de temps en temps, c'est possible. C'est ce que je dis par rapport au slow freelancing aussi. C'est pas grave si parfois il faut bosser le week-end, parce que là, exceptionnellement, il y a vraiment une grosse charge de travail, mais on prendra une semaine de vacances après, c'est pas grave. Faut être flexible, je pense, pour être dans le slow aussi. Parce que si déjà comment dire, on travaille un peu moins que la moyenne, et qu'en plus on se fixe des contraintes, on va dire, qui sont par exemple ne pas travailler le week-end ou autre, ça peut coincer parfois. Bon, c'est pas toujours le cas, mais voilà. Et encore une fois, c'est surtout au début, quand on n'a pas tout ce qui est réputation, personal branding, etc. Après, honnêtement, si on fait les choses bien, au bout de 2-3 ans, pour la plupart des gens, ça peut marcher assez bien et rouler tout seul, quoi. En slow ou pas en slow. J'aimerais parler d'un autre point Mhm. qu'on a en commun tous les deux. Donc c'est cet engagement écolo politique, on va dire. Yes. Tu as mentionné effectivement dans un de tes mini-podcasts que finalement tu ne le mettais pas trop en avant, que c'est, je sais plus comment tu as terminé ça, je crois que finalement c'est pas ce qui accrochait le plus ton auditoire. Pourtant pour moi, c'est une partie vraiment importante de tout le mouvement slow. C'est Mhm. ce côté, on va dire, militant. J'aurais, moi personnellement, je suis assez radicale, on va dire avec ça. Radicale, c'est-à-dire que je reviens à la racine vraiment. Hein. Faut pas que je veuille tout casser. Mhm. Ton ancien podcast, il était dédié vraiment à ça aussi, à Ouais. l'écologie. Tu as une formule que j'aime beaucoup. Tu dis travailler moins, c'est polluer moins. Mhm. Donc,
je voulais t'amener petit à petit sur LinkedIn aussi, Mhm. parce que la sobriété sur les réseaux sociaux, c'est une des façons aussi peut-être de polluer moins. Et donc toi, tu es hyper actif, soit pour tes clients, soit pour toi-même sur LinkedIn. Donc est-ce que c'est un sujet auquel tu fais attention? Tu crées des contenus ou pas du tout? Et le fait que je t'en parle, tu te dis ah tiens, j'ai peut-être pas pensé, je sais pas. Si, si, c'est pensé, médité et réfléchi. Euh, En gros, oui, effectivement, le slow freelancing, c'est quelque chose qui est engagé, qui est politique, qui est sociétal, qui est écolo aussi. Même ça rentre dans l'aspect engagé politique. Parce que justement, ça permet de travailler moins et donc de polluer moins à plein d'égards. Et alors, l'aspect du numérique en général, parce que c'est un peu là-dessus que tu m'amènes, c'est un sujet qui est un peu mal compris, j'ai l'impression, parce que en soi, si on regarde les chiffres, si on regarde tout ça, oui, effectivement, c'est important, mais c'est se tromper d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que si on est, comment dire, si on est freelance et qu'on communique sur Internet, qu'on bosse de chez soi, qu'on communique sur Internet pour attirer des clients, etc., bah déjà, par exemple, déjà, on bosse de chez soi. On prend pas la voiture pour aller tous les jours au bureau, contrairement à la plupart des gens, par exemple. Euh, Après, si on crée des contenus, enfin, en fait, créer un post LinkedIn, créer un tweet, uploader une image sur Instagram, oui, c'est un impact, mais c'est ridicule, à côté d'une vidéo YouTube, par exemple. Et une vidéo YouTube est ridicule à côté d'une série Netflix, qui elle-même est complètement ridicule à côté de un steak, qui lui-même est complètement ridicule à Ok. côté de prendre l'avion. Est-ce que quand Tu tu vois. quand écris un contenu, tu réfléchis parce que moi c'est ce que j'essaye de faire, j'arrive pas toujours, mais mon site n'a pas été éco-conçu, Ouais. donc j'ai encore une marge de d'amélioration. Et puis dans un de t'as fait un podcast sur le minimalisme avec Ouais. Mathieu Rondella, et il parlait aussi de ça, de d'être essentiel, de devenir essentialiste sur son site. Je trouvais que c'était une très bonne piste. Ouais. Ouais. Mais donc ça prend un peu de temps. Mais par contre, on peut être essentiel sur les contenus des réseaux sociaux tout de suite, parce qu'au-delà de la pollution numérique, donc je suis d'accord avec toi, il y a toujours pire, bien évidemment, mais je trouve que ça Ouais. c'est une bonne excuse pour pas trop. Enfin, c'est pas une attaque, mais on va dire que beaucoup de gens se disent ah ouais, il y a pire, moi c'est déjà pas mal. Par contre, il y a un autre truc, c'est la pollution mentale, en fait, la charge mentale. Aujourd'hui, nos sociétés, enfin, on est dans un monde où chaque jour, on a une quantité d'informations. Mhm. Je crois que c'est en une vie, nos ancêtres, et ils en avaient pas autant. Ouais. Et c'est difficile de processer toutes ces informations, ça participe au stress. Donc moi, personnellement, à chaque fois que je crée un contenu, je me dis, bah, est-ce que c'est vraiment utile? Tu Mhm. vois, il y a des gens qui écrivent des contenus juste pour qu'on les voit, ils ont peur qu'on les voit plus, ils se disent, si je poste rien, on va m'oublier. Ouais. Et en fait, je trouve que ça, c'est pas vraiment une démarche solopreneur, tu vois. Donc, est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses, auxquelles t'éduques tes clients peut-être, ou Euh, alors, c'est intéressant comme question, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait penser dans le sens de offre-demande, tu vois? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas plutôt une approche individuelle dont il faudrait parler, tu vois? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui veut réduire son exposition aux messages, etc., qui veut sortir de cette surexposition? Est-ce qu'il ne devrait pas tout simplement passer moins de temps sur LinkedIn, passer moins de temps sur YouTube, passer moins de temps devant les écrans? les deux sont vrais, mais Tu vois, parce qu'au on a une final, responsabilité aussi, tu vois. ouais, C'est-à-dire, oui, mais au final, peut-être, regarde, Apple a créé l'iPhone, ils ont créé un objet qui est toxique, les gens ont du mal à faire de la digital detox. Donc on peut dire à notre échelle, ok, c'est compliqué, les gens ont du mal à se décoller du contenu, on est dans ouais. une société de surconsommation de contenu, mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on participe à cette course au contenu toujours plus, tu vois. Euh, ouais, mais déjà, je trouve que faut opposer contenu organique et contenu publicitaire, payant du coup, parce qu'une publicité, vu que les annonceurs payent, elle va apparaître, elle va te déranger, elle va être intrusive. Là, c'est problématique. Là, je suis plutôt contre la publicité dans l'absolu, moi, comme toi, j'imagine, que ce soit sur Internet ou pas d'ailleurs, ou que ce soit dans la rue ou ailleurs, ou à la télé, ou à la radio, que sais-je. Par contre, le contenu organique, pour moi, c'est vraiment la personne qui va consulter un contenu organique, c'est un choix de sa part. Par exemple, sur Google, il n'y aura jamais trop d'articles, tu vois. Quelqu'un qui va taper une requête sur Google, il aura des millions de résultats, et du coup, c'est le plus pertinent qui va regarder. Disons que Qu'il est, ma question était plus orientée réseaux sociaux, parce que c'est bien vrai que sûr, sur bah, Google, sur les c'est plus de réseaux, qualité, mais il y a beaucoup de gens qui parlent pour rien dire, à mon sens, et je me ouais. dis, on Ouais, mais rate du coup des contenus de qualité, parce qu'on est noyé dans une masse parfois de contenus qui servent à rien. après, c'est une Enfin, question sur de. LinkedIn, il y en a beaucoup, je trouve. Ah Enfin, oui, sur bah, les c'est autres sûr. plateformes aussi, mais Après, c'est tout la. Comment dire? Moi, je vois ça plutôt dans le sens où, justement, plus il y a de personnes qui créent du contenu, plus on peut choisir les personnes qu'on préfère et se désabonner, bloquer, masquer les autres. S'il y avait que 1000 personnes qui créaient du contenu sur LinkedIn, bah, l'information serait très centralisée, il n'y aurait pas beaucoup d'avis divergents.
Bon, certes, tu aurais moins de contenu, mais dans tous les cas, ton feed, il serait quand même complet tout le temps. Tu pourrais quand même scroller à l'infini. Qu'il y ait 1000 ou 1 million de personnes qui publient, ton feed serait toujours complet. Du Dans coup, tous les est-ce que cas. tu es exigeant sur ton feed? Est-ce que tu Ah oui, épures régulièrement? quelqu'un que je connais pas, qui publie 2 fois un truc qui m'intéresse pas ou avec lequel je suis pas d'accord, je le bloque ou je le masque. Quelqu'un que je connais, bon, je discute avec lui, on débat, etc. Et je m'abonne, je suis beaucoup de gens. Dès que j'entends quelqu'un d'intéressant dans un podcast, je m'abonne. Euh, Parce que justement, moi, j'ai cette logique-là depuis presque 15 ans. Ouais, 15 ans. Que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Bon, LinkedIn, pas trop à l'époque, mais voilà. De vraiment suivre toutes les personnes qui me semblent intéressantes et pour ensuite me construire mon propre réseau social, en fait, tu vois, avec les personnes que j'apprécie vraiment. Et sur YouTube, par exemple, je suis abonné à 150 chaînes, mais je regarde pas toutes les vidéos, évidemment. Si, tu vois, je regarde peut-être 1 ou 2 heures de vidéos par jour, mais que je sois abonné à 150 chaînes ou à 150 000 chaînes, je regarderai toujours le même temps de vidéos par jour. Tu vois, donc au final, plus il y a de créateurs de contenu, en général, un média compris, etc., plus il y a de choix. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, toi et moi, on est sur une niche dans le freelancing, l'entrepreneuriat, le slow. Bah, tu regardes 10 ans en arrière, il y avait quelques contenus sur l'entrepreneuriat et c'est tout, tu vois. Donc, ça répondait pas à tous les besoins. Et aujourd'hui, si demain quelqu'un se lance sur une sous-branche du slow freelancing ou du slowpreneuriat, etc., bah, tant mieux, ça démocratise encore plus tout ça, ça répond encore plus aux questions de certaines personnes. Donc, non, je pense que du moment que c'est du contenu organique, c'est vraiment un choix, même si effectivement il y a les principes, ce qui est dark patterns, question d'addiction aux différents réseaux sociaux, mais ça c'est encore autre chose. C'est pas le contenu qui est en question, c'est plus les mécanismes des applications et des réseaux Bah, sociaux eux-mêmes. encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord parce que parfois des gens parlent vraiment pour rien dire, occuper de l'espace. Et il y a quelqu'un Ouais, récemment qui disait, oh chouette, LinkedIn va sortir une nouvelle fonctionnalité pour planifier les publications. ouais. Et en fait, donc, c'est une question que je vais te poser. Je connais déjà la réponse, mais tu vas peut-être la reformuler. Est-ce que toi, tu planifies tes publications en utilisant un outil extérieur pour toi? Je sais que tu le fais pour tes clients, c'est tout à fait logique, mais pour toi, ou est-ce que tu es plutôt instinctif, tu utilises ta vibration du moment et bah, ce qui interagit avec toi dans le moment pour publier? Non, moi je j'utilise jamais ça pour moi, je publie vraiment quand j'en ai envie. Souvent, en fait, moi j'ai du mal à écrire un post et à le garder pour moi. Je me dis, là, j'ai envie de le partager, j'ai envie de voir ce que les gens vont en penser, ce qu'on va me répondre, si les gens apprécient, etc. Du coup, j'ai très peu de posts d'avance, j'en ai jamais d'avance en fait. En général, parfois, si le post, vraiment, j'ai envie de l'écrire et il est 22 heures, bah là, je vais pas le publier tout de suite. Je vais Ok, attendre. c'est sur les 24 heures, ça compte pas. Voilà. Mais sinon, 9 fois sur 10, j'écris le post, je le publie. Et vu qu'en général, il est entre 9 heures et 18 heures quand j'écris mon post, je le publie tout de suite. Et voilà, j'aime bien publier spontanément. Et d'ailleurs, autre chose intéressante, c'est que mon contenu, outre des podcasts, parce que le podcast, il y a une régularité à tenir, mais sinon, sur les réseaux sociaux, c'est très spontané. Mes posts Insta sur mon compte Brice Le Slow Freelance, mes posts LinkedIn, etc. J'ai des sujets qui traînent dans mes notes, mais souvent, je suis là, je sais pas, il est 11h30, je viens de finir un truc pour un client, et je me dis, tiens, j'ai envie de faire un post LinkedIn, là. Et du coup, je regarde un peu mes sujets, et je me dis, allez, ça part là-dessus, j'écris mon truc, je le publie, et ça part. Après, ça marche pas pour tout le monde, ça c'est vraiment très Mais moi, personnel. je fais ça aussi, hein. Voilà. Voilà, les outils de planification, j'en ai acheté et je les utilise pas. Et Ah ouais. ça me convient pas. J'ai besoin d'être dans Ouais. l'instantanéité, parce qu'il y a une partie vraiment du dynamisme du moment qui compte, quoi, de la Bah vibration oui, du moment. Donc, ça et m'est déjà la arrivé aussi. personne disait justement comme ça, je publie, puis comme ça, je peux partir en vacances. Mais je me disais, bah oui, mais en fait, c'est une conversation normalement. Donc si tu pars en Ouais, vacances, oui. t'es pas là pour répondre. Donc C'est vrai que ça casse un peu le principe même du c'est social, mais ça. bon. Donc tu vois, en fait, c'était plus ça quand je disais qu'il y a des gens qui écrivent pour occuper l'espace. Ouais. Bon, je trouve que dans la philosophie slow, c'est pas, voilà. Ouais, je peux concevoir. Ouais. Mais après, si la personne écrit pour rien dire, bah, tu te désabonnes, tu la Oui, bloques. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Ma Puis si question était plus, c'était plus, est-ce que toi, t'as des pratiques, bah, comment t'es engagé finalement? Parce que on parlait d'engagement écologique, politique. ouais. Comment ça se traduit dans son activité? Alors, dans mon activité stricto sensu, c'est déjà choisir mes clients. Choisir Ok. des clients qui, alors, évidemment, qui n'ont pas d'impact négatif.
qui, au mieux, ont un impact positif parce que c'est vraiment acteurs des énergies renouvelables ou je sais pas, des comparateurs d'assurance, par exemple, qui vont permettre aux gens de choisir l'assurance la mieux adaptée à leurs besoins, la moins chère. On ne pense pas forcément à ce type d'acteur-là quand on parle d'impact positif, mais c'est tout bête, mais c'est important aussi. Ou alors, ça peut être, je sais pas, un projet qui va avoir un impact positif sur les villes, je sais pas. Une plateforme en ligne pour les personnes qui ont des troubles anxieux, une plateforme qui permet de parler à d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques, etc. Ça, c'est vraiment mes clients idéaux. Et après, j'ai des clients neutres, on va dire, qui sont par exemple des agences web, agences marketing, des choses comme ça. Euh, voilà, j'essaie quand même de bien cibler. J'ai la chance de pouvoir trier entre les différents clients qui viennent à moi. Et du coup, si vraiment je trouve que c'est pas un projet qui fait avancer l'humanité dans le bon sens et qui est souhaitable, ben, je décline tout simplement. Euh, Par contre, si c'est d'autres problèmes de budget ou de timing ou quoi, là, je propose le projet à quelqu'un d'autre. Mais si c'est juste un projet qui m'intéresse pas et j'estime qu'il devrait pas avoir lieu, ben, je dis juste non, quoi. Donc Euh, ton engagement, il est surtout dans la sélection en fait des projets à qui tu donnes des coups de pouce finalement. oui, au Qui aident niveau à- pro, oui. Au niveau pro, il y a ça. Bah, maintenant, il y a aussi l'aspect slow freelancing, puisque slow freelancing, c'est tout ce qu'on a dit là, et donc ça permet aux indépendants de prendre plus soin d'eux, prendre soin de la planète, prendre soin de leur activité, et changer un peu le paradigme du toujours plus loin. Et à côté de ça, j'ai tous les aspects perso qui sont faire des manifs, manger bio, végétarien, éviter de prendre l'avion et la voiture le plus possible, euh, parler aussi de ces sujets-là. Parfois, je fais des stories Insta qui concerne ni mon activité, ni ma vie perso, mais qui parle juste d'un sujet écolo, etc. Euh, voilà, signer des pétitions, bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est toujours mieux de le faire que de ne pas le faire. Donc, je me dis, tiens, cette pétition, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voter aussi, voter correctement, en tout cas en accord avec mes valeurs. Je rate jamais une élection depuis ces dernières années. Euh, voilà, donc je pense qu'il y a tous les aspects, consommation, politique, communication, travail. J'essaie d'être engagé dans toutes mes activités. Alors, je suis pas parfait, évidemment. Je suis pas parfait au niveau pro, c'est-à-dire que je travaille pas que avec des impacts, que les acteurs à impact positif de l'ESS, par exemple. Dans ma vie perso, je suis pas parfait non plus, puisque j'habite pas dans une cabane, je mange pas vegan, et je prends parfois la voiture quand même. Mais au final, j'essaie quand même d'être engagé un peu sur pas mal d'aspects et d'avancer là-dessus progressivement. Et bon, j'avoue que c'est un peu dur quand même quand tu te rends compte quand je me rends compte que il y a très peu de monde qui s'engage autant. Heureusement, il y en a beaucoup qui s'engagent beaucoup, mais ceux-là, je les vois sur Instagram, je les vois en visio, je les vois pas tellement autour de moi, les gens vraiment engagés. Après, voilà, je fais pas de prosélytisme à mon entourage. Je vais jamais parler de ça à quelqu'un. C'est vraiment quand la personne me pose une question, me dit, ah, mais pourquoi tu veux pas prendre l'avion? Mais pourquoi tu manges végétarien? Mais pourquoi est-ce que tu veux travailler avec des acteurs à impact positif? Là, je leur explique. Mais je vais pas de moi-même aller vers les gens parce que ça marche pas comme ça et que les gens se braquent plus souvent qu'autre chose. Et ça crée plus de conflits, etc. Il y a que sur les réseaux sociaux, du coup, je me permets des fois des, euh, comment dire, de communiquer de manière un peu cash encore une fois, plus de parler de choses personnelles pour que ça parle aux autres et pas de faire la morale, parce que faire la morale, ça plaît pas. Et ça, c'est rare que les gens changent d'avis parce qu'on aura fait la morale. Voilà. Ok. Est-ce que est-ce que tu as un rêve pour le monde? J'aime bien cette question. Idéalement, t'aimerais que Euh, le rêve soit comment? Le monde soit comment? les deux, du coup. Bah, j'aimerais bien au final, on arrive à survivre les prochains siècles qui vont être compliqués. C'est surtout ça, je le prends dans l'autre sens du coup. Parce que pour moi, il y a tellement de choses qui vont de pire en pire que je me dis, si on arrive à survivre à tout ça en tant qu'espèce, et même le vivant aussi tout autour, c'est encore mieux. C'est tellement pas garanti que j'aimerais juste qu'on arrive à, à surmonter tout ça. Et du coup, à changer pour réussir à surmonter tout ça. Après, bon, c'est compliqué, hein. Je suis pas Miss France, je vais pas demander la paix dans le monde, etc. Même si évidemment, c'est ça le but ultime, c'est que les gens soient de plus en plus éduqués, qu'ils soient toujours plus respectueux des autres, d'eux-mêmes, du vivant, de l'environnement, de la planète, etc. Euh, et c'est ouais, d'essayer de résoudre les principales crises qui nous menacent aujourd'hui, tout ce qui est extinction de la biodiversité, changement climatique, Ah, etc. justement, je vais te pousser un peu dans tes retranchements peut-être, mais ça va contre
le paresseux. Mhm. En fait, personnellement, euh, j'aspire à gagner plus d'argent, pas pour en avoir forcément plus pour moi, mais pour pouvoir contribuer justement financièrement aussi à une cause. Ça fait partie de mon business model. J'ai 5% de mon chiffre d'affaires qui soutient une cause. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire, auquel tu as songé, que tu fais déjà, ou est-ce que non, pas du tout, pour une autre raison? Si, par deux manières. J'aime bien financer de temps en temps des projets, etc. Par exemple, sur les plateformes de financement participatif, des choses comme ça. Donc là, c'est plus des dons spontanés, enfin, spontanés, occasionnels, on va dire. C'est quoi les grandes causes qui te passionnent? Ben, c'est plus, on va dire, les aspects écolo, planète, environnement, vivant, etc. Donc c'est des choses, je sais pas, ça peut être par exemple j'avais financé un jour un projet, une ferme hyper bio, etc., pour faire bosser des personnes en situation de réinsertion. Bref, c'était vraiment un truc très local en fait. Je trouvais ça intéressant de donner, je sais plus, genre 50 balles pour ce projet-là à l'époque. C'est une des premières fois que j'avais fait ça, je trouvais ça hyper cool. Moi, j'avais reçu une carte postale avec une photo en fait avec les gens qui bossaient et tout, avec des remerciements, donc c'était vraiment super cool. Après, j'avais aussi financé, par exemple, Time for the Planet, des choses comme ça. Je fais parfois des dons à des assos aussi. Des assos, bon, je suis pas fan de Greenpeace, mais il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. Je finance aussi des mouvements type, je sais pas, Extinction Rebellion, de temps en temps, je fais des Mais petits dons. est-ce que ça te motive pour peut-être travailler plus parfois? Bah, j'essaie de gagner plus en travaillant moins, mais en tout cas, ça me donne envie de gagner Enfin, de plus. gagner plus. C'était C'est effectivement, ça. c'était gagner plus. Et l'autre approche par laquelle je finance des projets qui m'intéressent, c'est tout ce qui est investissement responsable. C'est tout ce qui est, alors, je sais pas si les personnes qui nous écoutent connaissent un peu les labels ISR et ESG. Donc ISR, c'est l'investissement socialement responsable. C'est des labels en fait qui sont attribués à différents fonds d'investissement. Et il y a différentes plateformes. Moi, j'utilise par exemple Goodvest. C'est vraiment la référence pour ouvrir une assurance vie ou un compte titre qui va vraiment investir dans des ETF, donc des packages d'actions en fait d'entreprises et d'organisations qui sont vraiment engagés, c'est-à-dire que eux ils sont à fond là-dessus. Il y a d'autres plateformes type Yomoney ou Mon Petit Placement que j'utilise aussi ou Caravelle Pension pour la retraite qui propose aussi d'investir responsable, d'investir vert. Là, le but c'est d'avoir à la fois du rendement et un impact positif. Alors, il y a beaucoup de débats autour de ça. Moi-même, j'ai mis du temps avant de me faire une opinion, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont écrit des livres dans un sens pour dire que c'est vraiment l'avenir, la finance verte, que c'est la seule solution, que toute la finance doit devenir verte, etc. Et à l'inverse, il y a des gens qui écrivent des livres dans l'autre sens pour te dire que tout ça, c'est une énorme fumisterie, etc. Donc, faut démêler. Voilà, faut démêler. Voilà, la réalité, c'est que dans un sens, c'est pas parfait parce que ça soutient quand même un système qui est capitaliste et donc qui soutient la croissance, parce que sans croissance, ces projets-là, ils peuvent pas vraiment prospérer, etc. Mais dans l'autre, si toute l'économie demain devient comme ça, ben on aura déjà fait un immense pas en avant, puisque c'est l'investissement socialement responsable et les critères ESG, donc ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ça permet de virer en fait toutes les boîtes qui sont déjà dans les énergies fossiles, qui contribuent en fait à détruire en fait le vivant, par exemple. Et ça met vraiment en avant tous les acteurs qui agissent et qui mettent en place des politiques sérieuses de RSE, de développement durable, même si bon, c'est encore pas polémique. Mais voilà. Donc, si on refait un petit peu le point, finalement, ça va bien au-delà de ton engagement de juste choisir tes clients Oui, oui, complètement. C'est ce qu'on qui ont des disait, ça c'est juste actions. au niveau pro, mais ça va Ouais, jusqu'à mais par exemple, le compte bancaire de ton entreprise, ou tiens, si tu es solopreneur, il peut être dans une banque responsable aussi. Enfin, ouais. et ça impacte l'entreprise, finalement. C'est pas Oui, oui, forcément que le complètement. pro. Donc, Exactement. Donc ouais, ça va. Au final, oui, tous les aspects de ma vie sont concernés par mon engagement et j'essaie de faire ça. Après, par exemple, ma banque, c'est pas la plus verte, mais c'est loin d'être la pire, c'est le Crédit Mutuel. J'avais regardé un peu dans les dernières études là. C'est la banque traditionnelle, on va dire, la plus verte en France. C'est-à-dire que elle est loin de la BNP, de la Caisse d'épargne, etc. Elle finance très 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 peu d'énergie fossile, genre presque pas, vraiment, elle est tout dernière du classement limite. Mais c'est sûr que c'est pas Green c'est pas les autres comme ça qui sont vraiment 100% là-dedans.
Euh, mais voilà, c'est intéressant, Alors, oui, je profite de t'avoir parce que c'est quelque chose que tu aimes. Donc moi, je suis malheureusement, donc ma banque détruit tous mes efforts écologiques puisque je suis encore à la BNP et je dois Aïe, passer chez Gringotts. Mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités aussi bien possibles dans sûr. ces banques-là. Donc c'est un peu un frein aujourd'hui. C'est comme le changement d'hébergement, tu vois. Pour moi, Ouais, il y a aussi le côté pratique pour certaines choses. Et chez Infomaniac, il n'y a pas tout ce dont j'ai besoin. Du ouais. coup, comment t'as balancé, toi, entre justement ta banque et Gringotts par exemple ou Helios? Pourquoi tu t'es pas changé? Bah justement parce que j'ai la chance en fait c'est la banque de mes parents à la base, c'est le Crédit Mutuel enseignant, donc c'est encore plus avantageux que le Mutuel tout court. Et bah quand j'ai regardé un peu les offres des banques vertes, on va dire, bah c'est intéressant, hein, il y a plein de choses, mais je trouve que c'est effectivement c'est par exemple Gringotts c'est que un compte courant pour l'instant. Je crois qu'ils vont faire un Ils livret vont A, ouvrir un livret bientôt, ouais. quoi. Mais ouais, pour l'instant, j'ai pas eu assez d'incentive, de motivation pour changer. Et c'est souvent comme ça que je fais le changement. C'est vraiment voir ce qu'on a, comparer. Et une fois qu'on se dit, bah, ce serait mieux de prendre ça plutôt que ce que j'ai aujourd'hui, là, on change. Mais oui, c'est assez bien de se poser la question et de défier un peu le statu quo des choses comme ça, comme la banque, où on se dit, bon, on s'en fout, c'est la banque. Mais quand on sait ce que ça finance derrière, bon, si on a 2000 euros sur un livret A, ça va pas financer grand-chose. Mais Oui, si mais il on... y a aussi l'état d'esprit et tu Ah vois, oui, clairement. enfin, moi je suis assez sensible aussi à la vibration de ce qu'on fait et je me dis quand je gagne de l'argent, si mon argent est dans un compte, on va dire positif, tu vois, ça ça annule pas tous mes efforts en fait. Donc Ouais, voilà. Bon, ça, maintenant on avance au rythme auquel on peut avancer, mais il y a des choses comme ça ouais. sur la liste. Je vois qu'on a atteint notre. J'avais encore une question quand même. Est-ce que tu voudrais, peut-être deux, si tu as encore un peu de temps? Moi, ça va. Ok, on va essayer de, comme j'avais dit, pas faire l'épisode trop long, mais est-ce que tu veux peut-être donner un conseil ou un rituel que tu utilises? Peut-être que tu es pas très rituel. Un conseil, si tu en avais un à donner à quelqu'un qui veut passer en mode slow freelancing. Ouais, alors c'est vrai que je suis pas très rituel. Par contre, conseil, bah, ça, en fait, je suis en train de concevoir en ce moment même le produit, ce que je vais lancer là, le produit, la formation, slash accompagnement, slash communauté qui arrive fin septembre. Donc, je suis à fond là-dedans. Et vraiment, le conseil concret, ce serait déjà de se demander quelle est la raison pour laquelle on s'est lancé en indépendant, ou dans l'entrepreneuriat, ou dans le freelancing. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut la liberté? Est-ce qu'on veut l'argent? Est-ce qu'on veut travailler justement dans un travail, dans un job qui nous plaît vraiment, etc. Et se poser ensuite les bonnes questions. Est-ce que notre situation, notre activité actuelle correspond à notre activité idéale? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut changer pour en arriver là? Et après, c'est vraiment essayer de casser un peu les clichés, les idées reçues sur, par exemple, bah, pour gagner plus, il faut travailler plus. Ça paraît évident, et même moi, il y a encore quelques temps, je pensais ça. Mais en vrai, non, c'est pas une réalité. C'est quelque chose qui arrange bien bah, les pouvoirs en place, le gouvernement, les entreprises, etc., de vous faire croire ça. Mais dans les faits, c'est pas vrai. Les gens qui gagnent le plus, c'est pas du tout ceux qui travaillent le plus. Et les gens qui gagnent le moins sont pas du tout ceux qui travaillent le moins. Euh, En France. Et dans le monde aussi en général, mais en France, ça se vérifie. Donc c'est vraiment essayer de remettre en question ce qu'on pense être des vérités. Alors sans tomber dans le complotisme et aller voir des sites obscurs. Mais il y a plein de choses comme ça qui méritent d'être définies, d'être un peu challengées euh, au niveau de l'activité. Du coup, voir un peu, je pense que varier un peu les sources d'informations, les créateurs de contenu qu'on suit, les médias, les comptes LinkedIn, les profils Insta et autres, ça permet vraiment d'avoir différents angles et de se dire, bah, moi, je me reconnais plus dans le slowpreneuriat que dans l'hyper-freelancing, par exemple. Euh, L'hyper freelancing, ça existe? Ça existe, ouais. C'est un terme, c'est vraiment, on dirait l'opposé, tu vois, mais c'est un peu ça. Et du coup, c'est vraiment choisir un peu sa propre approche. Parce qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat ou dans le freelancing, on peut avancer de différentes manières et il n'y a pas la bonne manière. Oui, c'est ce que je dis toujours, même dans le soloprenariat, chacun a sa couleur et Ouais, chacun, moi, c'est les accompagnements que je fais sont aussi là-dessus, c'est trouver vraiment ton soloprenariat parce qu'on n'a pas le même. mhm, Regarde, tous les deux, on en a un différent et sur ouais, certains points on converge, sur d'autres on diverge. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi l'intégrer à son histoire de vie. ouais. Dernière petite question, est-ce que tu pourrais nous parler de quelque chose que tu as appris en 2022 qui va te servir pour 2023? Ou qu'est-ce que tu dirais, si je reformule la question, qu'est-ce que maintenant, avec tout ce que tu sais de l'année qui est passée, pas encore Mhm. fini, qu'est-ce que tu pourrais dire à Brice de janvier 2021? Euh, Vaste question. Je sais pas, en vrai, moi j'apprends beaucoup de choses au quotidien et je change d'avis souvent sur plein de choses.
je sais pas, peut-être rester dans cette optique de toujours plus accepter ce qu'on est et ce qu'on veut faire. Et se dire que c'est pas parce qu'on fait les choses différemment que c'est moins bien ou que voilà, il faut se battre un peu pour ses idées. Euh, et peut-être, je sais pas avoir peur ouais, d'affirmer justement ses convictions, ses idées, etc. Parce que certes, ça peut créer des débats, ça peut créer des conflits, mais ça crée aussi beaucoup de synergie, beaucoup de rencontres, etc. Et ça fait avancer aussi le monde dans le sens qu'on le souhaite. Donc ouais, toujours plus s'affirmer, je pense que c'est ouais, pas avoir peur de ça. Ça peut être un bon conseil pour moi-même Ok, et bah, pour ceux qui nous écoutent aussi, parce que et pour les souvent autres nos aussi qui peuvent conseils, appliquer ses propres conseils. c'est Exactement. ça. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou me poser une question pour clôturer cette, ce Bah, écoute, je moment, pense ce que portrait? c'était déjà assez complet. Merci pour tes questions hyper pertinentes. Et je pense qu'on a abordé plein de sujets sur le slow freelancing, le slowpreneuriat et tout ce qui est autour. Donc, on est assez exhaustif. C'était un plaisir d'être là. Et puis, bah, pour les personnes qui souhaitent en apprendre plus sur le slow freelancing, il y a le podcast qui s'appelle Slow Freelancing le podcast, la Je mettrai le newsletter. lien sous la vidéo. Yes, merci à toi. Qui s'appelle Slow Freelancing, la newsletter. C'est original. Et ouais, il y a plein de choses qui arrivent là-dessus, sur Insta, Brice le Slow Freelance, sur LinkedIn, Brice Schwartz, et puis on va continuer à essayer de se battre pour nos idées. Super, merci beaucoup d'être venu au rendez-vous et Avec plaisir, d'avoir pris merci un à toi. moment pour partager sur le sujet. À Merci. bientôt! À très vite, salut. Cet épisode t'a plu? N'hésite pas à nous mettre un like pour satisfaire les algorithmes et surtout faire découvrir le slowpreneuriat à tes potes entrepreneurs. Tu peux aussi nous rejoindre dans la communauté Facebook ou, désormais, sur Mycelium, le réseau des slowpreneurs en dehors des plateformes GAFA. À bientôt!